de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez enfin des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désarment leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, les clans ont rejailli sur votre honneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Que je regarde moins au nom qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Insolent. Non, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage. Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurai, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes désagréments. Prévenir sur toi le courroux du ciel et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent pour leur fils. Ah, monsieur, vous avez tort! J'ai tort. Monsieur... J'ai tort! Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans toute satisse de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été à votre place, je vous envoyer prendre. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, il y a là une dame voilée qui veut vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. C'est Elvire qui à peine Elvire est-elle partie que la statue du commandeur, répondant à l'invitation qui lui a été faite, vient souper. Impassible, boit à sa santé. Le commandeur, à son tour, invite Don Juan pour le lendemain. Et Don Juan... Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et n'est pas 20 fois sur ma tête et laisser tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme ça.
mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire le choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Mon fils. Voilà, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont exaucés, je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je m'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports où je suis, et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir enfin converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste et le bonnet. Comment le bonnet? Quand tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur. Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Votre... Oh, quel homme, quel homme, quel homme! Non, je ne suis point changé, mes sentiments sont toujours les mêmes. Quoi, vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et Il y parlante? a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si je dis que je voulais me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin. Ils me mettent à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien qu'un arrête d'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme. Il y a des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi, vous ne croyez rien du tout? Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien? Pourquoi non? Il y a tant d'hommes comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme, quel homme, quel Il homme! n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti qui en choquent un, se les mettent tous sur les bras. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement tous les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, deux roulements d'yeux, rajuste dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires. Oh, je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit, que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous enfin. C'est là le vrai que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué contre peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je serai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et serai déchaîné contre eux des idées indiscrètes qui, sans connaissance de cause,
crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh, ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte. Et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi. Assommez-moi de coups. Tuez-moi si vous le voulez. Il faut que je débonde mon cœur. Et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est rattachée à l'arbre, qui s'attache à l'arbre suit les bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour se trouvent les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est pas la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Qui n'a pas de nécessité n'a pas de loi. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Le beau raisonnement. Si après ça vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le sais le point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai plus d'autre pensée que de corriger désormais, par une austère conduite, tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein de Don Juan ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés, tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais quant à moi toutes les envies du monde et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel. Mais quand je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paie d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Allez-vous-en au ciel. Nous souffrirons cette tâche
en notre Le famille. ciel le souhaite comme cela. Et crois toujours Le ciel le veut ainsi. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne le souffre point. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans la petite rue qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra pas souffrir du tout cette dernière entrée. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes se mettent... Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle. Un peu plus clairement. S'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Tu oses tenir ces propos, je crois connaître cette voix. Oh, monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme, ou diable. Je veux savoir ce que c'est. Hein? Ah. Monsieur, voyez-vous ce changement de visage? Non. Rien n'est capable de m'inspirer la terreur. Et je vous ai prouvé avec mon épée. Si c'est un corps ou un esprit. Non, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans leur panty. Ça va dire quoi qu'il a dire. Que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez, hier, donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Passe. Le ciel, que songe. Un feu invisible me brûle. Et tout mon corps devient un brasier.
Mes gages. Mes gages. Voilà par sa mort un chacun satisfait, ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages. Mes gages. Mes gages. Après cette audition de Don Juan de Molière, mise en scène par Jean Vilar au Théâtre National Populaire de Chaillot en 1956, nous vous proposons en deuxième partie d'écouter un entretien donné par Jean Vilar à Georges Ribemont d'Essaigne, un des principaux animateurs du mouvement Dada, qui s'interrogeait sur l'évolution des arts en général et l'avait invité à répondre, dans le cadre de son émission « Les pouvoirs de la connaissance », à quelques questions sur le problème du théâtre à notre époque. Ribemont d'Essaigne demande à Jean Vilar pourquoi et quand il y a crise dans les arts, et notamment au théâtre, et comment elle se résout. Cette émission, Les pouvoirs de la connaissance, a été enregistrée en 1958. L'art théâtral est-il vraiment un moyen de connaissance? C'est plutôt une transmutation de valeurs qui a sa magie. Elle recrée de la vie du monde. Et le monde devient vite un grand théâtre. Que faut-il en penser aujourd'hui dans son mouvement de ce théâtre? Je l'ai demandé à Jean Vilar, directeur du TNP, et à Eugène Ionesco, auteur de La cantatrice chauve, de La leçon des chaises. Les diverses branches de l'activité artistique ou intellectuelle, cher Jean Vilar, sont généralement entraînées par un mouvement assez singulier. La peinture est en proie à l'abstraction et la musique se fait volontiers concrète, comme on dit, mais ce n'est qu'une affaire de confusion verbale. En réalité, les arts, qui ont été jadis un instrument de connaissance directe, en même temps que de création continue, se livrent maintenant à un essai de leur propre connaissance. La peinture tire sa substance actuelle du phénomène peinture. De même la musique, de même la philosophie, la littérature et la poésie, de leur côté, subissent une crise et stagnent, ayant depuis longtemps disloqué leur propre mécanisme. Du temps de Dada, du temps du surréalisme, etc., des différentes écoles littéraires de cette époque. La poésie cherche sans doute secrètement sa voie que nous ne connaissons pas à l'avance. Elle paraît en tout cas privée de mouvement dans le moment présent. Quant au théâtre, je l'ai gardé pour la fin, parce que, bien plus qu'instrument de connaissance, le théâtre est une création sur la scène d'un monde propre, avec des êtres vivants, qui sont les acteurs, un monde en mouvement, un cosmos en cage, si j'ose dire. Or, lui aussi, il est entré dans la crise qui atteint toute activité humaine. Avec quelques auteurs, ceux qui constituent une avant-garde, le théâtre met le théâtre en cause, et au besoin, il fait de l'anti-théâtre, mais constructif. Avant d'aborder ces diverses questions, cher Jean Vilar, vous qui êtes à vous-même du théâtre le plus vivant,
le plus étroitement en relation avec la vie populaire, la vie de la collectivité, je voudrais vous demander ce que vous pensez de la situation morale du théâtre actuel en général. Non sans ajouter, bien entendu, que cette situation est liée aux conditions matérielles, c'est-à-dire économiques. Je vous le demande aussi bien en votre qualité de directeur d'un ensemble théâtral important que de connaisseur averti de l'art dramatique et d'amis des mouvements contemporains. Eh bien, je crois que le théâtre n'a pas cessé depuis plus de 50 ans de reconsidérer ce avec quoi il était fait. Il est évident que cette préoccupation de reconsidérer les lois théâtrales n'a pas été le fait des acteurs, ni même des metteurs en scène, mais a été d'abord au premier chef le souci de certains auteurs, de certains poètes dramatiques. Il suffirait de rappeler les noms de Pirandello, il suffirait de rappeler les noms d'Eliot, l'auteur de Meurtre dans la cathédrale, et en Amérique de Thornton Wilder, pour se rendre compte que il y a eu, au cours des 50 dernières années, donc, une reconsidération de la matière théâtrale. Vous disiez que jadis, le théâtre se faisait entre la scène et la salle par une espèce de connaissance directe, sans que le théâtre s'analyse lui-même. Je le crois aussi, ce sont les époques bénies où tout d'un coup on peut formuler des lois théâtrales parce qu'elles sont le résultat de plusieurs siècles de recherche consciente ou inconsciente, empirique. Oui, bien entendu. Il est évident que lorsque Corneille écrit ses 3 discours sur la tragédie, dont tous les auteurs devraient faire leur Bible, qu'on peut combattre, comme toutes les Bibles d'ailleurs, il écrit avec son intelligence ouvrière, forte, solide. Il écrit là, en quelque sorte, comme une sorte de résumé de 2 à 3 siècles de théâtre qui commence avec les sottis et les grands mystères du Moyen-Âge pour finir avec la tragédie française et passant à travers toute cette connaissance littéraire des Grecs et des Latins, de la Renaissance et des auteurs universitaires. Il se peut que nous soyons en pleine période, une fois de plus, de cette recherche. Si c'est désespérant parfois, parce que nous, metteurs en scène, nous n'arriverons pas à mettre la main dans la main à un autre poète, à un autre auteur et à plusieurs auteurs, il est évident que c'est aussi une chose intéressante parce que du fait même de l'incertitude, et que l'incertitude est aussi une des premières lois de notre métier. Il est vrai que la peinture, si j'écoute mes amis peintres, me disent, et je le sais bien aussi, que elle a fait sa révolution, ou plus exactement, la continue, la poursuit. Il y a un grand nom de la peinture qui est à l'origine de cette révolution, de cette reconsidération de la chose picturale, c'est, comme on sait, Cézanne, et bien d'autres, même avant Cézanne. Oui, je crois que ça a commencé avec les impressionnistes. Vis-à-vis du théâtre, qui est une chose mouvante, et qui est une chose qui n'est pas faite par un seul, comme un tableau est fait par un seul. Lorsque Cézanne, devant son tableau, détruit les lois picturales de la Renaissance, ce travail est un travail dur, certes, angoissant pour lui, certes, mais il le fait seul. Le théâtre est autre chose, peut-être le théâtre n'est-il pas à l'origine des révolutions esthétiques, mais au contraire, en profite-t-il? C'est ce que j'ai toujours pensé. Donc peut-être que dans les années qui vont suivre, encore qu'il y ait eu déjà de grosses expériences et des œuvres majeures, je rappelais Pirandello, j'ai rappelé à un stade moins important, bien sûr, Wilder, j'ai rappelé l'œuvre d'Eliot, qui est une œuvre, à sa façon, révolutionnaire de construction, Meurtre dans la cathédrale. Il serait bon aussi de rappeler, je crois, l'œuvre de Bertolt Brecht. Mais Brecht est un révolutionnaire aussi en politique, comme on sait. Une position politique que j'ai toujours considérée plus anarchiste que communiste. Bien entendu. Mais je n'ai jamais trouvé que dans la construction d'une œuvre de Brecht, il y ait eu l'effort technique révolutionnaire, je dis bien à l'intérieur de l'œuvre même, comme le fait Pirandello, par exemple, ou comme le fait Eliot dans la cathédrale. Je regrette dans ma vie de ne pas avoir connu Copeau, Jacques Copeau. Je regrette de ne pas avoir connu Gémier. J'ai, pour ainsi dire, très peu connu Pétoef, mais j'ai bien connu Dulin, qui était à la fois un homme secret et un homme qui, tout d'un coup, révélait ses soucis techniques en une ou deux phrases fort claires. Eh bien, mais si on regarde leur vie, leur recherche, les œuvres qu'ils ont jouées,
de Lunier-Pau aussi, bien sûr, il s'agit de le nommer, de Bakhti, on s'aperçoit que ce sont eux, ces techniciens, ces ouvriers du théâtre, dont l'inspiration se faisait à travers des objets et des corps humains, non pas à travers des mots, ont eu le souci de leur concitation théâtrale. Ce sont eux qui ont essayé de faire à leur place ce que Cézanne et bien d'autres ont essayé de faire en peinture. Oui, ils ont dû obliger les auteurs à se replacer sur la ligne théâtrale et à ne pas s'en écarter. C'est ça, et c'est un peu la tristesse de notre métier, puisque, avec quelques-uns de mes autres camarades vivants, nous venons, après ces grands maîtres de la scène, de nous dire que ce à quoi ils ne sont pas parvenus, est-ce que nous y parviendrons? Car ça n'est jamais un comédien, ce n'est jamais un régisseur ou un metteur en scène qui provoque une révolution profonde des techniques du théâtre, c'est toujours un auteur, toujours. L'exemple que nous venons de vivre avec Ubu, peut-être puis-je en parler, justement, je pense bien, est assez typique. J'ai monté, puis je veux dire parler de mon expérience personnelle, enfin énormément, j'ai monté, je crois maintenant, environ 35 pièces. J'ai monté des œuvres inconnues en France, ou des œuvres oubliées, ou des œuvres qu'on ne jouait pas. De toutes celles que j'ai montées, que ce soit de Kleist, que ce soit d'Eliot, etc., celle qui tout d'un coup prend une valeur contemporaine extraordinaire, c'est une œuvre écrite en 1896 par un garçon de 23 à 24 ans. Voilà le fait. Voilà comme quoi, nous, de toute façon, nous, régisseurs, nous, metteurs en scène au théâtre, ne serons jamais que des servants. Et ce dont nous avons à nous méfier, c'est de ne pas vouloir devenir le premier, mais de rester servant, sans numéro. Il n'y a qu'un homme au théâtre, c'est le poète. Il n'y a qu'un homme, nous l'avons tous dit, mais je crois qu'il faut le répéter. Il n'y a qu'un homme, c'est celui qui écrit, et qui ne sait même peut-être pas qu'il fait une révolution théâtrale au moment où il écrit sur sa page blanche. Je crois que vous avez raison, mais tout de même, il faut bien reconnaître qu'un théâtre qui se borne à être lu n'est pas du théâtre. Et ça nécessite en réalité, la présence vivante d'acteurs. Et je crois, oui, que c'est à partir de cela que la révolution se fait aussi. Il faut... nous avons un exemple, pour être plus clair. Musset a écrit le meilleur théâtre du 19e siècle. Mais, comme il l'a écrit lui-même, c'est spectacle dans un fauteuil. Ce n'est pas l'œuvre de Musset, si elle est une des plus charmantes et une des plus belles de notre littérature du 19e siècle, n'est tout de même pas l'œuvre révolutionnaire. Ce n'est pas l'œuvre dans laquelle on part. Ce n'est pas l'œuvre qui va nous servir à nous raffonder un théâtre, à donner d'autres suites et d'autres œuvres théâtrales. C'est une fin, c'est une chose en soi. Ainsi l'œuvre de Giraudoux. Oui. Ainsi l'œuvre, plus importante bien sûr, de Racine. Eh bien, justement, je pense qu'il y a une tendance représentée par les pièces de Bertolt Brecht et d'autre part par des auteurs qui sont différents les uns des autres, avec quelques points communs, c'est-à-dire Beckett, Ionesco, Adamov, Jean-Jacques. Peut-être existe-t-il aussi un théâtre poétique comme celui de Pichette, que vous avez monté. Ce théâtre poétique me paraît n'avoir été qu'une espèce de convulsion dans le mouvement contemporain qui hésitait encore à se prononcer. Justement, ce sont ces quatre noms que vous venez de citer, et d'autres, un ou deux autres peut-être, Ionesco, Adamov, Beckett, et Tardieu et Pichette, 5 donc, sur lesquels nous avons fondé tous un grand espoir dès la Libération, et un espoir que nous continuons à avoir, nous continuons de vivre. C'est à travers ces œuvres que le public a fini par accepter que nous pensons que par un mouvement théâtral contemporain. Ce n'est pas porter atteinte, pour parler franc, à l'œuvre d'hommes de théâtre comme Sartre ou Camus que de dire que nous, régisseurs, c'est à travers ces œuvres de Ionesco, Adamov, Beckett, Pichette, que nous essayons de voir ce que nous pourrions faire, ce que nous voudrions faire, ce que nous souhaiterions faire. L'œuvre de Sartre, l'œuvre de Camus est une œuvre personnelle. Elle apporte ses chefs-d'œuvre, elle apporte ses inquiétudes, elle apporte ses désespoirs ou ses espoirs. C'est une œuvre d'un auteur n'avoir jamais monté ni l'un ni l'autre. Mais ce côté recherche, parfois dangereuse, comme un homme qui ne fait que des recherches, enfin, il ne finit par jamais trouver le trésor. Toutes ces recherches d'un théâtre contemporain, c'est à travers ces quatre autres auteurs que nous les voyons. Et ce n'est pas pour rien que, par chance, peut-être,
Parce que comme eux, j'étais errant et comme eux, pas solitaire, mais enfin, n'ayant pas moyen de donner un théâtre, que j'ai monté un Adamov, le premier, il y a maintenant près de 10 ans, et monté dès l'ouverture du TNP, alors que cette maison était très branlante, c'était vraiment une aventure, monter le nucléaire de Pichet. Et alors, nous en arrivons bien entendu à la question du but, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour moi une phase de cet effort humain qui, constatant chaque jour la terrible dégradation universelle, enfin toute la course à la ruine de toutes les valeurs, s'en sert comme d'un matériau solide et très vif, très vivant, pour s'opposer à la dégradation et pour créer de la vie avec des ruines et sur les ruines. Ce qui est le propre du pouvoir de l'homme. Il me semble que c'est peut-être le seul. C'est de nous opposer, justement, de recréer avec ce qui s'en va dans l'univers, et malheureusement aussi, avec ce qui se détruit dans l'homme. C'est-à-dire sur la destruction des valeurs humaines, nous arrivons quand même à refaire de nouvelles valeurs humaines. Alors, je trouve que c'est assez consonant quand même, s'il peut y avoir quelque chose de consonant ou de non consonant. Est-ce que vous pensez que cette recréation du but que vous avez faite puisse avoir sur notre théâtre une grande influence? Y a-t-il un sens particulier, le sens Brecht ou le sens Ionesco, ou alors son sens propre? Oh, je pense que l'œuvre de Jarry a son sens propre, absolument. Oui, je crois aussi. C'est ce qui nous manque un peu. Je crois même qu'elle ne vient pas de la destruction, elle ne vit pas du théâtre, elle ne vit pas au détriment du théâtre. Je crois que c'est une recréation spontanée du théâtre. Oui, que le public fait par sien. quelqu'un de jeune, c'est ça, qui s'est incorporé le théâtre du monde entier, enfin, le théâtre humain. Je ne connais pas de pièce, que je parle uniquement de notre expérience à nous au TNP ou à Avignon, ou ailleurs, de pièces qui agissent aussi nettement sur la salle, de pièces qui provoquent chez le public un rire libérateur. L'œuvre de Jarry, l'Ubu monté au théâtre, est au premier chef une chose qui libère. Et j'avoue que personnellement aussi, bien que j'ai monté cette pièce, si on avait vu toutes les difficultés et suer sur cette œuvre, j'ai un grand plaisir à la réentendre. C'est ça la valeur de Jarry. C'est ça la valeur où Jarry est un génie du théâtre. Encore qu'il n'ait écrit que très peu d'œuvres pour le théâtre. C'est au moment où Ubu parle, où Mère Ubu parle, où Bordure parle, où le général Lassie parle, où les magistrats parlent, c'est de libérer le public. C'est la grande satire. C'est ce qui nous manque le plus d'ailleurs dans notre théâtre français. Oui, et justement, alors j'en arrive à la dernière question. Dans quel sens croyez-vous que doit aller, si on peut dire doit, où va aller le théâtre contemporain? Et vous êtes à même de le juger, puisque vous êtes à la fois directeur de théâtre, réalisateur, acteur. Et moi, à mon avis, une pièce de théâtre n'est rien si elle n'est pas jouée. C'est un monde qui est créé par l'homme et qui se projette en dehors de l'homme. Et puis, je l'ai déjà dit aussi, le matériel de cet art est fait d'êtres humains, auquel il y a la part du mécanisme et des décors, enfin la part scénique. Ça s'accomplit dans un espace qui est clos et au-delà duquel l'art cesse, s'abolit. Alors, ça me paraît être le plus passionnant des arts, justement à cause de son côté créateur actuel. Et j'aimerais que vous m'en parliez encore un peu, tel que vous le concevez, pour le présent et pour l'avenir, si tant est qu'il y ait un avenir dont on puisse parler. Je dirais d'abord la chose qui me tient, qui fait partie strictement de mon métier, c'est-à-dire l'œuvre scénique, c'est-à-dire une pièce est écrite, il s'agit de la faire chère. Pas chère, bien au contraire. J'en suis un peu au stade maintenant où je ne pense pas qu'une chose puisse être faite de valable au théâtre sans qu'on ait repris tout par la base. 12 ans d'Avignon, 6 ans de théâtre national populaire, ça représente une expérience assez conséquente et qui, je crois, n'est pas conformiste. Faire Avignon en 1947 n'était pas une chose conformiste, loin de là. Attaquer en 1951 et tâcher de vouloir grouper dans un théâtre un public populaire, c'est une entreprise aussi. Eh bien, la seule chose sur laquelle je tique, c'est la façon dont nous-mêmes nous montons une œuvre théâtrale. J'en suis au premier chef, le responsable, lorsqu'il y a des défauts, lorsque ça n'est pas bien fait. Ce n'est pas vis-à-vis des techniciens, ce n'est pas vis-à-vis des comédiens que je me retourne.
La façon dont nous montons nos œuvres, dont nous répétons nos œuvres, sont souvent faites, et c'est ma faute, je le répète, selon des méthodes conformistes. J'en suis peut-être au stade où tout d'un coup on considère que pour faire une œuvre théâtrale valable, l'affaire pure, hors de toute question de vedette, hors de toute question de prestige, l'affaire profonde, l'affaire simple et humaine, et donc en créant une troupe amenée, magnifique instrument à l'auteur à venir, à l'auteur vivant, c'est de reconsidérer tout et donc de repartir de l'école. Je sais que ce souci, cette inquiétude que j'ai maintenant depuis 2 bonnes années, oui, 2 bonnes années environ, fut le souci aussi de Copeau et de son départ en Bourgogne après avoir créé le Vieux Colombier. Et c'est vrai parce que il y a un moment donné où l'on vit. Certes, chaque œuvre demande un gros travail pour les comédiens, pour le régisseur, pour l'administration et pour les techniques. Un très gros travail. Certes, maintenir est une chose aussi difficile que créer. Mais il est vrai que ce que disait Copeau, ce que pensait Copeau en 1919-20, immédiatement après la guerre, même 21-22 si je me souviens bien, de retourner à l'école, de ne pas être pris par les contingences financières, par les contingences économiques, pour revenir à l'école et demander à des acteurs qui ont peut-être déjà 15 ans de métier, qui ont du talent, et leur dire reconsidérons notre métier. Voilà la chose qu'il faudrait peut-être faire, que j'aimerais faire, et que peut-être, hélas, je ne ferai pas. Cher Jean Vilar, moi j'espère que vous le ferez, et que l'avenir théâtral avec vous ouvre encore de grandes perspectives. Nous venons d'écouter un entretien donné par Jean Vilar à Georges Ribemont d'Essaigne en 1958, où le metteur en scène essayait de définir ce qu'était à son avis une œuvre révolutionnaire, celle dont il avait besoin pour fonder un nouveau théâtre en prise avec son époque. Jean Vilar a mentionné à cet égard le rôle capital qu'a joué pour lui la pièce de T.S. Eliot, écrite en 1935, Meurtre dans la cathédrale. T.S. Eliot pensait lui aussi qu'il fallait rendre à la poésie un rôle social, la relier aux circonstances historiques et politiques au moyen du théâtre. Au fond, Jean Vilar se posait le même problème, comment faire un théâtre qui va au-delà du théâtre. En reprenant la tradition du théâtre en vers, T.S. Eliot avait du même coup renoué avec le théâtre métaphysique. Le problème qui se pose en effet au héros de Meurtre dans la cathédrale, Thomas Becket, n'est pas saisissable en termes uniquement de drame objectif, social ou politique. C'est le problème de l'homme à tout faire, le drame de l'homme de confiance, un drame qui n'a rien de sartrien, au contraire. Ce sont des problèmes métaphysiques qu'il essaie de poser, des problèmes qui concernent le religieux, mais aussi le monde contemporain. Maintenant, la voie est claire. Maintenant, le sens est très net. La tentation ne reviendra plus sous cette forme. La dernière tentation est la trahison majeure, faire ce qui convient pour la mauvaise raison. Vigueur naturelle dont le péché véniel, voilà par où commence la vie de l'homme. 30 ans en deçà, j'ai recherché tous les chemins menant au plaisir, à la promotion, à la louange, délices des sens, du pouvoir et de la pensée, musique, philosophie, curiosité, le pauvre bouvreuil dont le lilas, la maîtrise au tournoi, la stratégie du jeu d'échecs, l'amour dans le jardin, la voix montante au son des instruments, tout était pour moi pareillement désirable. L'ambition vient quand la jeune force est épuisée et que tout ne nous paraît plus possible. L'ambition vient par derrière à la dérober, le péché s'accroît en faisant le bien. Quand j'ai imposé la justice du roi en Angleterre et guerroyé avec lui contre Toulouse, j'ai battu les barons à leur propre jeu. Alors, j'ai pu mépriser ceux qui me jugeaient le plus méprisable, la noblesse grossière dont les manières sont aussi noires que les ongles. Tandis que je mangeais dans la vaisselle du roi, je n'ai jamais souhaité devenir le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu court la chance de pécher et de souffrir plus que le serviteur du roi.
car ceux qui servent la plus grande cause peuvent se servir de la cause sans cesser de faire le bien. Et lutter avec des hommes politiques, voilà qui peut rendre la cause politique, non par ce qu'ils font, eux, mais par ce qu'ils sont. Je sais que ce qu'il me reste à vous montrer de mon histoire va vous paraître à la plupart au mieux futilité, suicide incompréhensible d'un fou, passion arrogante d'un fanatique. Je sais que l'histoire, en tout temps, tire les plus étranges conséquences des causes les plus lointaines. Mais pour tous les maux, pour tous les sacrilèges, pour le crime, l'oppression, l'injustice et le fil de la hache, l'indifférence, l'exploitation, vous tous serez fatalement punis. Et vous aussi. Je n'agirai ni ne souffrirai davantage à la pointe de l'épée. Viens, mon bon ange, toi que Dieu destine à être mon ange gardien, plane au-dessus de la pointe des glaives. Nous venons d'entendre Jean Vilar disant le monologue de Thomas Becket, résolu au sacrifice et lançant des anathèmes contre le pouvoir. Jean Vilar, acteur et metteur en scène de Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot en 1947 au Vieux-Colombier. Ce meurtre dans la cathédrale constitue à bien des égards un événement, un tournant dans la carrière de Jean Vilar. En effet, il a frappé tout le monde avec cette pièce où Thomas Becket refusait l'obéissance au roi qu'il l'avait pourtant nommé archevêque de Canterbury. L'archevêque, Thomas Becket, sortait cette fois de son rôle d'homme de confiance, d'homme à tout faire, signifiant par son refus qu'il y avait quelque chose de plus sacré, pourquoi on pouvait vivre et pourquoi on devait même éventuellement être capable de mourir. Il fallait qu'il y ait quelque chose devant quoi on s'incline et qui ne soit pas ou qui ne soit plus le pouvoir. Dans cette pièce, alors que Vilar n'était pas croyant lui-même, il avait fait sienne une démarche, une éthique. En l'occurrence, elle avait un contenu religieux, mais c'était pour faire face à l'absence d'éthique qui favorise toujours le pouvoir. L'aventure d'Avignon n'est pas sans rapport avec cette émergence de Jean Vilar dans ce rôle et dans cette pièce, puisque c'est en effet après avoir vu Meurtre dans la cathédrale qu'en 1947, René Char, le poète, et Christian Zervos, critique d'art, ont proposé à Jean Vilar de venir le jouer à Avignon au Palais des Papes. C'est donc aussi grâce à eux, René Char et Christian Zervos, qu'à 35 ans, Jean Vilar aura réalisé ce projet fou d'aller créer et donner en province des œuvres dramatiques. C'était l'idée de décentralisation, de rompre avec un privilège social et géographique qui coupait du théâtre un très vaste public. Effectivement, à Avignon, il s'est passé quelque chose, puisque au contact du Palais des Papes, dont Vilar a d'abord eu peur, il a eu comme la vision matérialisée d'un rêve d'espace, de nouvel espace théâtral qui allait l'aider à modifier le rapport du public à l'œuvre. En effet, ce palais était un espace ouvert sur le ciel, à l'air libre. Il était clos, cependant. C'était un lieu d'ambiance, d'atmosphère, fermé comme les amphithéâtres grecs, mais aussi vaste et aussi symbolique.
Il était symbolique de l'histoire, mais d'une histoire devenue silence, offrant donc un cadre idéal pour la représentation théâtrale, la cérémonie du théâtre, hors de tout réalisme, mais pas de toute réalité. Pour évoquer cette période, voici un extrait de La mort de Danton de Georg Büchner qui fut joué en 1948 à Avignon et dont la rediffusion intégrale vous sera proposée à la fin de cette nuit de 5h à 7h du matin. En voici seulement quelques secondes de ce spectacle. Les roulements de tambour se confondent avec un bruit d'orage. C'est le souffle brûlant de la Révolution qui passe. La nuit est-elle très avancée? Eh oui, avancée. La nuit est-elle très avancée? À mi-chemin entre le coucher et le lever du soleil. Coquin, quelle heure est-il? Et regarde sur ton cadran. C'est l'heure où les balanciers se dressent sous les draps. Il faut monter. En avant, citoyens. Nous en répondons sur nos têtes, morts ou vifs. Oh, il est très fort. Ouvrons une brèche à la liberté. Je vous précéderai, citoyens. Prenez soin de ma femme. Je lui laisse en héritage ma couronne de chêne. Une couronne de gland. On dit qu'en fait de gland, il lui en tombe déjà assez chaque jour dans les jupons. Et en avant, citoyens. Vous aurez bien mérité de la patrie. Eh ben, j'aimerais autant qu'elle méritait bien de nous. Malgré tous les trucs que nous avons fait dans la peau des autres, il n'y en a pas encore un seul de bouché à nos culottes. La Méditerranée, dans un port, donc, où ses parents tenaient un petit commerce, et il est devenu metteur en scène. Après avoir pendant des années cherché sa voie à Paris, il avait quitté 7 à 20 ans pour étudier ce qui l'attirait, la philosophie et la littérature. Sorti vainqueur de cette épreuve difficile, car il n'avait pas d'argent et se sentait par ses origines exclu du monde cultivé, où l'on détient les clés de la culture, il a bénéficié dans son parcours de jeune homme romantique et inquiet de la rencontre d'hommes exceptionnels, et notamment de celle de Charles Dulin. À 30 ans, toujours aussi pauvre, mais resté fidèle à son vœu initial, ayant digéré l'époque précédente et toutes les tentatives de renouveau théâtral menées par les grands prédécesseurs, Dulin en tête, Jean Vilar va se révéler dans sa première mise en scène, Orage de Strindberg, qu'il crée en 1943. Il se fait remarquer par son jeu stylisé de méditation à mi-voix, à quelques mètres du spectateur. Il porte à la scène une œuvre forte et laissée à l'écart, celle de Strindberg, en soulignant simplement les intentions du texte d'auteur, dont il affirmera toujours la primauté dans l'événement théâtral. L'événement théâtral, pour Vilar, c'est toujours une révolution, car il réussit à redonner au spectateur le sens oublié du drame, c'est-à-dire de sa participation consciente dans le cours de sa vie privée comme au cours de l'histoire. Le drame, ce n'est pas le malheur, ni même seulement le conflit, mais la capacité de les vivre d'une façon réfléchie, de prendre du recul et de faire des gestes significatifs pour l'assumer. C'est une mise en scène de soi, à la manière des Girondins, portés à la mort et qui feignaient d'être des Romains pour être à la hauteur du sort qui leur avait été réservé. Et de la même façon que celle des personnages auxquels il s'est attaché,
La vie de Jean Vilar est jalonnée de rencontres qui sont les instruments de son destin. Après Charles Dullin, qui lui a donné ses premières vraies leçons de théâtre, il rencontre et dirige les meilleurs acteurs de son temps et fait la connaissance de l'instigatrice d'une politique nouvelle, Jeanne Laurent, qui veut un théâtre nouveau, de qualité, en prise avec toute la société et qui lui confiera la direction du TNP. Mais tout de suite, voici un extrait d'une pièce montée par Jean Vilar pour vous donner un exemple de l'intensité dramatique qu'il savait prouver par lui-même et demander à ses comédiens. En effet, pour commencer cet hommage, nous avons choisi de vous faire entendre Don Juan de Molière, mise en scène par Jean Vilar en 1956, où lui-même jouait le rôle de Don Juan et Daniel Sorano le rôle de Sganarelle. Voilà par sa mort un chacun satisfait, ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gars, Donc nous commençons cette nuit dédiée à Jean Vilar par un moment de fête, de pur plaisir du théâtre, avec le Don Juan de Molière que Vilar a mis en scène en 1956 et dont nous avons une version radiophonique enregistrée en public et mise en onde par Éléonore Kramer. Le document radio nous donne une version écourtée où l'acte 2 est supprimé, ce qui n'a pas que des inconvénients. En effet, le rythme de l'action se trouve accéléré et sa fin en est rendue plus spectaculaire. Surtout, la pièce se trouve quasiment réduite à un magnifique dialogue de théâtre, à un duo très intense de Don Juan et de Sganarelle, incarnés par Daniel Sorano et Jean Vilar, qui se montrent tous les deux ici de très grands acteurs. Le jeu de Sorano-Sganarelle est ponctué sans cesse par les rires du public et le talent de celui-ci a renouvelé la vision qu'on a du rôle. En effet, Sganarelle est ici la victime la plus sympathique, la plus émouvante de Don Juan, car il l'aime malgré lui et malgré tout. C'est un amour qu'il ne s'avoue pas et qui va se révéler au moment où il est abandonné, plus abandonné que les autres, par ce maître dont tout l'art consiste à savoir partir avant d'avoir comblé tout le monde. Mais la frustration de Sganarelle est remarquablement mise en relief par Daniel Sorano, qui a su associer la naïveté à la profondeur dans son interprétation, ce qui souligne aussi la portée révolutionnaire de la pièce. Sganarelle, valet de Don Juan, est en compagnie de Gusman, écuyer d'Elvire. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore
il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même que l'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dona Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville ne produise peu de fruits, et que vous n'eussiez autant gagné à ne bouger de là. Il a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper. Mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi, ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Dona Elvire. Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle. Et c'est pas un nœud du mariage. Le tien est engagé. Mon pauvre Gusman. Mon ami. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme après tant d'amour et d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports, enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Dona Elvire en sa puissance. Je ne comprends point, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Dona Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de billevesé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nombre de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir.
Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui se vient promener dans ce palais, séparons-nous. Écoute au moins. Je te fais cette confidence avec franchise et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon jugement de donner à Elvire. C'est quelque chose aussi, à peu près de cela. Moi, c'est lui. Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Quel sujet la même? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Au départ, sans doute. Le bonhomme en était tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui, ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mais mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh, monsieur... Quoi pas? Assurément que vous avez raison, puisque vous le voulez. On ne peut aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous avouerai franchement que je n'approuve point du tout votre méthode. Et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes après tout ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à prendre les armes, à forcer, pied à pied, toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter dans notre cœur une conquête à faire, enfin,
Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. Et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Voilà, maître Sceaux. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime point les faiseurs de remontrances. Et je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a dans le monde certains petits impertinents qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils trouvent que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face: osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvaient. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans en couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivi jusqu'en cette ville. Et n'y craignez-vous point, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint peut-être pas les ressentiments des parents et des amis. N'allons pas songer au mal qui nous peut arriver, mais songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur, et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus supporter de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurais un plaisir extrême à doubler leur intelligence. Et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, mes efforts ont été inutiles. Et j'ai recours aux dernières mèdes. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour et j'ai une barque et des gens. Avec quoi, facilement, je prétends enlever la belle. Ah, monsieur! C'est fort bien fait à vous. Et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes. Enfin... Rencontre fâcheuse. Traître. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris
Et que je ne vous attendais pas ici? Oui. Je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité. Mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire la simplicité et la faiblesse de mon cœur. À douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse. Ou plutôt assez sotte. Pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avez-vous me parler. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quelle air vous saurez vous justifier. Madame, voilà ce général qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît. Bien, ce général parler, n'importe de quelle bouche j'entends ces raisons. Allons, veux-tu parler à madame? Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre service. Tu réponds, je te dis. Madame. Quoi? Monsieur, madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Monsieur, voilà tout ce que je puis dire. Vous plaît-il donc, Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour. Et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir, non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. Et j'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras? C'est maintenant que je te connais tout entier. Le malheur. Je te connais lorsque
qu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que ce même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Général, le ciel. Vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous sommes... Madame. Suffit, je ne veux pas ouïr davantage. Je m'accuse même d'en avoir déjà trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire trop expliquer sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non. Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, quel abominable maître suis-je obligé de servir. Mais l'équipée de Don Juan, à la poursuite de la belle fiancée, se termine par un naufrage. Don Juan et son valet sont sauvés de justesse par Pierrot, un jeune paysan. Pour toute reconnaissance, Don Juan lui vole sa fiancée. Ému par la saine et simple beauté de la fille, il la séduit par 1000 serments d'amour et lui promet le mariage. Mais quelques instants auparavant, une autre petite paysanne avait été le jouet de la même promesse. Voici Don Juan aux prises avec les deux amoureuses. Il s'en tire en jouant un petit ballet élégant et cynique. Mais il lui faut mettre un terme à ses amusements, car des hommes armés sont à sa recherche. Ce sont les frères d'Elvire qui veulent lui faire rendre raison de l'abandon de leur sœur. Don Juan doit donc fuir la ville, et il erre dans un bois avec Sganarelle, déguisé en médecin. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était pas du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui. C'est l'habit d'un vieux médecin que j'ai emprunté. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais monsieur, savez-vous que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter, ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Mais tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi? Point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et j'ai fait mes ordonnances à chacun. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et que l'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tout leur rare et pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade. Et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et par quelle raison veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines, moi qui vous parle,
un effet merveilleux. Lesquels? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Et il n'en réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir. Et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit. Et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien... Je voudrais savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Nous laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer. Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui. Oui. Aussi peu, oui, oui. Et ne croyez-vous point l'autre vie? Ah, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? Ce soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir. Car il n'est rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et 4 et 4 sont 8. Avec belle croyance. Il est aussi de ça que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Ah, il faut avouer qu'il se met parfois d'étranges folies dans la tête, ça. Et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage, le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous. Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même, vous voilà, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? N'a-t-il pas fallu que votre père, étant gros et votre mère, vous fait? Pouvez-vous voir? Et ces inventions dont la machine de l'homme est composée sont admirées. De quelque façon, tout cela est insensé l'un dans l'autre. Ces nerfs, ces os, ces artères, ces têtes, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là. Oh, là, m'interrompez-moi. Je ne saurais discuter si l'on ne m'interrompt. Vous disiez ces exprès, vous laissez parler par belle malice. J'entends que tu raisonnement soit fini. Mon vrai argument est qu'il y a quelque chose d'admirable là. Quoi que vous puissiez dire, et que tous les savants ne sauraient expliquer. Mais n'est-ce pas merveilleux que me voilà et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses à la fois, en un moment, et qui fait de ma part tout ce qu'elle veut. Je veux lever les mains, hausser le bras, baisser la tête, lever les yeux au ciel, relever les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tout tourner.
Ma foi, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. En raisonnant, je crois que l'homme s'est gagné avec. Dans cette chemin. Oh là-haut! Là! Bien obligé, mon ami, et je t'en embarrasse de tout mon cœur. Si vous vouliez me secourir, ton ami est très stressé, je crois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré sous seul dans 3 mois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qui vous donne toutes sortes de vie. Prions le ciel qui la donne à la vie sans te mettre en train de les affaires son... Vous ne connaissez pas, monsieur, madame. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arts? Prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens bien que tu me donnes quelque chose. Donc pas que tu ne sois plus naturel. Non, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui fait le ciel tout le jour ne va pas manquer. Vous êtes ignorant dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous la Voilà qui est étrange et tu as bien mal reconnu de tes soins. Je m'en ai mis un louis d'or, tout à l'heure. Pourvu que tu vas jurer. Monsieur, il faut que je corrige un tel péché. Il n'y a qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens, tiens. En voici un que je te donne, si tu jures. Vous jurez. Monsieur, Moi, là, tu ne l'auras pas. Sur un peu, il n'y a pas de mal. Tiens, le principe, hein. Oh, tu dis. Je jure donc. non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. À peine le pauvre ne s'en est-il allé que Don Juan, apercevant un gentilhomme attaqué par 3 malandrins, vole à son secours et le sauve d'une mort certaine. Cet homme n'est autre que le frère d'Elvire, Don Carlos, qui poursuit Don Juan pour venger l'honneur de sa sœur. Survient notre frère d'Elvire, Don Alonso, accompagné de Spadassin. Il veut profiter de l'avantage du nombre pour attaquer Don Juan. Carlos noblement s'y oppose. Le duel est différé et les gentilshommes laissent le champ libre à Don Juan. Qu'est-ce qu'elle rêve? Pardonnez-moi, monsieur. Je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Mais ce semble insolent. Comment moi t'as pas le connerie d'un poil, plus honnête. C'est du bien qui est celui à qui c'est sauvé. Moi, non. C'est un frère d'Elvire. Oui, c'est un état. Il en a bien essayé, j'ai regretté d'avoir démêlé avec lui. Il vous aurait été aisé de falsifier tout chose. Mais la passion est jugée par Elvire et l'engagement de combattre la liberté en amour. C'est le livre à la fois, c'est une poème belle. Appelez me dire à qui m'a dit, mon cœur est elle. C'est à elle à le prendre, à le retour et à le conseiller. Oh, quel est le bourreau. Mais, vous ne savez pas? vraiment.
Bon, c'est le tombeau que faisait faire le commandeur lorsque vous le tuâtes. C'est vrai. Je ne savais pas que vous étiez de ce côté-ci qu'il était. Le monde va dire les merveilles de cet ouvrage ainsi que la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Ça n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce et qu'il est galant. Allons. Entrons dedans. Oh! Que souffrirez-vous? Mettez-moi là! Mes piliers! Mes belles statues! Oh, que tout cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? On ne saurait aller voir plus loin l'ambition de notre mort. Et ce que je trouve admirable, c'est un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure. Il va y avoir une scène magnifique quand on en a plus de faire. Voici la statue du commandeur. Voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. S'il semble qu'il est en vie, et qu'il semble parler, il jette des regards sur nous, ça me ferait peur si j'étais tout seul. Non, il aurait tort. Et ce serait bien mal recevoir l'honneur que je lui fais. Maman, est-ce qu'il va venir souper avec moi? C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Je demandais lui. Vous manquez! Vous allez parler à une statue. C'est ce que je te dis. C'est bizarre. Je ris de ma sottise, mais c'est mon père qui m'a fait mon maître, non sûr. Justement, si vous voulez lui faire l'honneur de venir souhaiter à sa sécurité. Veux-tu parler? La statue! Que voulez dire, Je vous dis que la statue! la statue? Sincèrement, j'ai dit la statue m'a fait signe. Elle m'a fait signe, je vous dis. L'année dernière, n'est pas vrai. Allez, vous en parlez vous-même pour voir le temps. Tu veux me faire toucher au doigt toi-même, mais t'as pas de patrie. Faut-il me faire l'honneur De souper avec moi, je n'en tiendrai pas des pistoles.
Eh bien, monsieur. Alors. Encore d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Don Juan est revenu chez lui. Il s'apprête à souper. Il s'est débarrassé avec virtuosité de M. Dimanche, son créancier, quand un valet annonce Don Luis, son père. Monsieur, voilà, monsieur votre père. Me voilà bien. Il me fallait cette visite pour me faire un rage. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément à Paris. À dire vrai, nous nous importunons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi pour vos développements. Hélas, nous savons plus que nous faisons en ne laisse pas au ciel le moins de choses qu'il nous faut. Nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner de nos souhaits aveugles et de nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche avec des transports incroyables. Ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux. Et le chagrin, le supplice, c'est de lui-même. Je croyais qu'il devait être la joie et la succès. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cette amas d'actions indignes qu'on appelle aux yeux du monde à sur le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à nous relâcher les bontés du souverain qui ont utilisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Quelle bassesse la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter peu de reconnaissance. Je vous envoie pour moi d'en tirer quelle globalité. Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentil?